Merci de vous joindre à nous pour suivre ce journal, d'où voici les sommaires. Célébration ce mardi 3 décembre de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Cette journée a été marquée par une célébration eucharistique dite à la paroisse Mater Ecclesiae de Butembo. Cette journée vise à promouvoir la compréhension et à mobiliser les soutiens pour la dignité des personnes vivant avec handicap. C'est tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur les détails. L'humanité célèbre chaque 3 décembre la journée mondiale des personnes vivant avec handicap en la fête de Saint François Xavier. À cette occasion, le père évêque du diocèse de Butembo-Béni a célébré une Eucharistie à la cathédrale avec plusieurs personnes vivant avec handicap. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a montré combien de fois l'Église compte sur ces personnes. Suivez plus de détails dans ce reportage de Nzanzoïnda Sami rendu par Isabelle Wangahemuka. À 9h30, cette célébration eucharistique commence ici à la cathédrale de Butembo-Béni. Plusieurs personnes vivant avec handicap, dont des sourds-muets et des handicapés physiques, ont été présents. Monseigneur Sikoulipaloukou Melkisedek a présidé à cette Eucharistie. Dans son homélie, le père évêque a montré combien de fois l'Église compte sur ces personnes vivant avec handicap. L'Église vous aime. L'Église a besoin de vous pour accomplir sa mission au service de l'Évangile. Vous allez wote ni hali ya kawaida kwa wanadamu. La vulnérabilité et la fragilité font partie de la condition humaine. Dans ce mot, la présidente de la Fraternité chrétienne des personnes vivant avec handicap en diocèse de Butembo-Béni a remercié tous les membres de cette structure. Elle a aussi émis plusieurs recommandations de la prise en charge des personnes handicapées, leur considération dans la société en tant qu'être humain ayant des droits comme toute autre personne, comme les droits à la scolarisation. Aux autorités politico-administratives de mettre en application la représentation de 5% dans les institutions publiques des personnes vivant avec handicap parmi les personnels. De mettre fin à cette guerre qui augmente le nombre de personnes vivant avec handicap. De mettre en application les dispositifs de notre Constitution de 2006 aux articles 49 et 51. Aux parents des personnes vivant avec handicap, de garantir les soins médicaux, l'éducation de leurs enfants vivant avec handicap, afin de favoriser leur autonomie, d'utiliser les mains d'œuvre des personnes vivant avec handicap et surtout avoir plus de confiance envers eux. Aux enfants vivant avec handicap, de s'approprier les études, de dénoncer toute obstacle qui peut les empêcher à mieux. Avant la bénédiction finale, les sourds-muets ont exécuté une chanson d'action de grâce. C'est depuis 1992 que chaque 3 décembre a été instituée Journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Elle vise à promouvoir la compréhension des situations de handicap et à mobiliser les soutiens pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes en situation de handicap. Retour sur la célébration, c'est lundi 2 décembre du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse annualité
À l'occasion, les chrétiens du diocèse de Butembo-Beni ont jubilé cette journée en paroisse de Bingo qui est sous le haut patronage de la bienheureuse annualité. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, qui a présidé les activités relatives, a fait comprendre que Bingo est désormais choisi comme un sanctuaire diocésain pour le pèlerinage de tout chrétien ayant dévotion à la bienheureuse annualité. Reportage Gérard Mourefou et Mirembe Chichawite. La paroisse Bienheureuse Annualité de Bingo a accueilli lundi 2 décembre les activités de la célébration du 60e anniversaire du martyre de la Bienheureuse Marie Alphonsine Clémentine Annualité Nengapeta au diocèse de Butembo-Beni. Après le triduum de prières préparatoires, les chrétiens ont aussi participé à une messe solennelle. Toutes les cérémonies étaient présidées par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Il était accompagné par plusieurs prêtres et diacres venus de plusieurs paroisses du diocèse de Butembo-Beni, de religieuses et religieux, de nombreux chrétiens et mouvements catholiques et à la dévotion à la bienheureuse annualité ont massivement participé à la messe. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, célébrant du jour, a présenté brièvement la vie de la bienheureuse Marie Alphonsine Annualité Nengapeta. L'évêque de Butembo-Beni dit que Annualité est une Congolaise qui s'est consacrée à l'église de la congrégation de la Sainte Famille. Annualité a servi Dieu fidèlement jusqu'à verser son sang pour Christ à l'âge de 25 ans, tué par le rebelle Simba Mulele à Iziro en 1964. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a ainsi exhorté les fidèles à témoigner Christ dans la pratique à l'exemple de la bienheureuse annualité. Dans son homélie, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a fait comprendre que Bingo est désormais choisi comme un sanctuaire diocésain pour des pèlerinages de tout chrétien ayant la dévotion à la bienheureuse annualité. À cette célébration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse annualité, le prélat catholique du diocèse de Butembo-Beni a octroyé le sacrement de baptême à 234 nouveaux chrétiens et le sacrement de mariage à 35 couples. Les curés de Bingo, satisfait par les activités du jour, a remercié tous les chrétiens du diocèse de Butembo-Beni qui se sont impliqués pour la réalisation et la bonne passation de la journée. Il invite tout le monde à chercher du temps chaque premier jour du mois pour un pèlerinage au sanctuaire de la bienheureuse annualité. Interrogé sur la situation de la paroisse, le président des catéchistes a fait savoir que la situation sécuritaire met en mal certaines activités sur les 7 secteurs qui comptent la paroisse Marie-Clémentine Annualité de Bingo. Un secteur se trouve très menacé par l'insécurité, une situation qui embête le fonctionnement des activités pastorales. Il a dit dans un entretien avec Mirembe Chichawite et Gérard Mourefou. La paroisse a été créée en 1990. Le premier curé était M. l'abbé Lambert Mupenda et M. l'abbé Tahindwa. Actuellement, nous continuons avec 6 secteurs. L'un de ces 6 est sous insécurité totale. C'est pourquoi le secteur de Massonko est plus fonctionnel. Donc, il nous reste 6 secteurs où la pastorale évolue encore aux chrétiens de Bingo. Dans ce secteur où il y a de l'insécurité, il n'y a plus moyen d'y aller, sauf quand il y a quelque chose, les chrétiens peuvent le faire eux-mêmes, mais les prêtres ne peuvent plus y aller. Le problème, c'est la sécurité grandissante. Partout en République démocratique du Congo, les chrétiens ne savent plus quoi faire à cause de l'insécurité partout. Aller au champ, c'est la crainte totale. Aller partout ailleurs,
c'est la crainte toujours. Voilà les grands problèmes que traversent les chrétiens de la paroisse Bingo. La paix n'est pas à Bingo. Parlons santé, le VIH-Sida est une réalité de la société. Certaines personnes porteuses de cette maladie ont témoigné de son existence. Ces témoignages ont été faits en marge de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida qui se célèbre chaque 1er décembre. Les personnes vivant avec ce virus ont parlé de leur expérience sociale dans la communauté depuis qu'ils sont porteurs de ce virus et appellent les autres à se comporter sainement pour ne pas propager la maladie. Suivez ce reportage. Les personnes vivant avec le VIH-Sida étaient aussi présentes lors de la conférence qui a été organisée par la structure Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale le 2 décembre dernier en marge de la journée de la lutte contre le VIH-Sida. Après avoir suivi un thème sur leurs droits et les devoirs, certains ont parlé de l'expérience vécue avec ce virus. Cette femme raconte qu'elle a été victime de viols dès le bas âge et c'est par cette occasion qu'elle a eu ce virus. Elle n'est pas frustrée par son entourage grâce à l'accompagnement des professionnels de la santé. Un homme porteur du VIH décourage les personnes vivant avec cette maladie de contaminer volontairement leurs partenaires. Il existe différentes voies de contracter le VIH-Sida, mais selon les professionnels de santé, la voie sexuelle est la plus dangereuse. Les affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise soutenue par les résistants et les M23 près de la cité de Kaseye dans le territoire de Lubero ce mardi 3 décembre 2024. Les forces armées déclarent avoir fixé l'ennemi qui tente de déborder certaines lignes de front. Selon le lieutenant Rigen Mbouyi, porte-parole de l'armée sur le front nord, les lignes de ce front n'ont pas bougé. Elles restent intactes et toutes les lignes sont sous le contrôle des FARDC. Suivez ces récits de mon Mpenzi Manzekele. Les affrontements se poursuivent ce mardi 3 décembre à Lubero, où les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC déclarent avoir fixé l'ennemi, les groupes rebelles M23, qui tentent de déborder certaines lignes de front. Selon le lieutenant Rugen Mbouyi, porte-parole de l'armée sur le front nord, les lignes de front n'ont pas bougé. Elles restent intactes et toutes les lignes sont sous contrôle des FARDC, citant spécifiquement les zones de Matembe, la colline de Kassinga, le des antennes et Outoué. Hier, les affrontements ont cessé aux environs de 16h, 17h et ont repris ce matin, toujours entre les FARDC et les forces de défense du Rwanda et les supplétifs du M23. Et cette fois-ci, les combats sont plus concentrés du côté de Outoué, où les FARDC sont en train d'asphyxier, de fixer l'ennemi qui tente de déborder ou de percer certaines lignes de front. Comme je vous l'ai dit, hier comme aujourd'hui, les lignes de front n'ont pas bougé, les lignes restent intactes. Et toutes les lignes sont sous contrôle des FARDC, je cite Matembe, colline Kassinga, des antennes et Outoué. Par rapport au bombardement, l'ennemi a largué hier à l'aveuglette des bombes qui sont tombées à 7 km de l'hôpital de référence d'Alimbongo et cela n'a causé aucun dégât matériel ni humain. Et nous demandons à la population de garder son calme et de faire d'autant plus confiance
à son armée qui est là pour défendre la patrie et défendre les intérêts de la population et repousser l'ennemi loin jusqu'à son dernier retranchement. Et pour clôturer, je vous rappelle aussi, hier, tout autour de ces affrontements, les FARDC ont infligé d'énormes pertes du côté de l'ennemi RDF, plusieurs morts et plusieurs blessés. Et quelques effets, plusieurs morts et plusieurs blessés ont été comptabilisés dans les rangs de l'ennemi RDF, mais également quelques effets militaires ont été récupérés après les affrontements d'hier soir. Ces groupes rebelles à larguer des bombes qui sont tombés à 7 km de l'hôpital de référence d'Alimbongo. Ça a causé des dégâts. Néanmoins, la situation reste préoccupante à Alimbongo, où des bombardements du M23 ont déjà blessé 4 civils, dont des enfants. Ces frappes ont provoqué une forte inquiétude parmi la population locale. Le FARDC, soutenu par le résistant Ouazalendo, continue de repousser les assauts du M23, mais la région de Lubero demeure sous une forte pression, avec les combats de plus en plus violents. La situation reste volatile et la population vit dans l'angoisse face à l'intensification des attaques. Le Rwanda et ses collaborateurs du M23 ont suffisamment prouvé de mauvaise foi en violant à plusieurs reprises les accords du cessez-le-feu, dit Maître Achille Kapanga, un notable de la région. Face à cette situation, la reprise des affrontements, il exhorte le gouvernement congolais d'ouvrir le feu et d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre qui cause déjà de nouvelles victimes. Évoquant les énièmes rendez-vous des négociations de paix prévus pour le mois de décembre, Maître Achille Kapanga pense que cette rencontre ne va rien apporter de nouveau pour la résolution de cette crise qui endeuille indéfiniment le peuple congolais. Suivez ses propos. Un grand rendez-vous pour ce 15 décembre où le deux chefs de l'État, notre président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, seront en Angola devant leurs collègues pour essayer un peu de rediscuter, mais de discuter sur la question de la paix chez nous. Si c'est par cette voie-là qu'on mettra fin à ces atrocités, nous disons merci. Mais nous pensons qu'en dehors de toutes ces discussions-là, nous avons l'obligation, notre pouvoir, notre gouvernement a l'obligation de mettre des bouchées doubles pour qu'en dehors de pourparlers, que nous soyons aussi préparés. Nous voulons respecter le cessez-le-feu, nous voulons respecter la trêve, mais les ennemis ne veulent pas. Voilà pourquoi il faut que la communauté internationale qui semble soutenir ces gens, qu'elle comprenne que ces gens ne sont pas de bonne foi. Donc il faut faire de tout notre mieux pour les mettre hors d'état de nuire, puisqu'ils n'ont jamais manifesté une bonne foi. Kagame, avec ses parapluies, avec tout ce qu'il sait faire, comment il pille nos minéraux, il va continuer le même système. Nous pensons que la communauté internationale qui est en train de voir les Congolais souffrir, les Congolais être victimes de situations malheureuses, a l'obligation de dire à Kagame, trop c'est trop, laissez le Congo à paix. Puisque nous en avons marre. En tout cas, à Luanda, s'il faudra qu'ils se parlent, on entend que de leurs discussions sorte une résolution qui mettra fin à ces histoires qui ne valent pas la peine. Sinon, on ira toujours de discussion à discussion, de sommet à sommet, alors que le peuple sera en train de souffrir. Moi, je pense qu'il faut une solution intermédiaire, il faut que la paix soit imposée. Les personnes en situation de déplacement vivant à la ville de Goma vivent des conditions de vie peu humaines. Ils sont dans une situation de vulnérabilité, de manque de toute nécessité ou de tout le nécessaire. Une situation qui demande une assistance de toutes parts. Ayant attendu leur cri de détresse, l'organisation Passanor qui voit collaboration avec FIDA RDC a eu une rencontre avec l'autorité provinciale pour envisager une assistance ponctuelle en faveur de ces nécessités. Trouvez les détails dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Comment appuyer les déplacés de guerre à travers le projet PASSA NK? Cette question a fait l'objet des échanges ce mardi 3 décembre 2024 entre le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwa Minkuba et une délégation de FIDA RDC accompagnée de PASSA NK en la résidence officielle du gouverneur.
conduite par le chargé de programme FIDA RDC, M. Diouf Wali, qui a indiqué que Passa NK voudrait apporter son appui ponctuel dans le cadre maraîcher en faveur des déplacés. Comme le gouvernement l'a dit, il y a environ 2,4 millions de déplacés autour de Goma, 35 sites de déplacés. Et il faut que ces personnes-là, ces femmes et ces jeunes puissent effectivement manger, dormir dans de bonnes conditions. Et donc le projet Passa NK, en tout cas, effectivement, pourra apporter un appui ponctuel dans le cadre des activités maraîchères que le ministère souhaiterait effectivement qu'on vienne en appoint par rapport à ça. Donc c'était ça la nouveauté de cette mission. C'est nous allons étudier avec le gouvernorat, avec l'inspection provinciale de l'agriculture et le projet Passa NK pour voir comment nous allons effectivement appuyer ces ménages-là pour qu'ils puissent bien sûr améliorer leurs conditions de vie. Signalons que cette initiative a été saluée par le gouverneur de province car pour lui, c'est un ouf de soulagement pour la population déplacée. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous fixons au prochain rendez-vous et surtout, bien sûr, des programmes. Ne zappez pas.